Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine déjà, quasiment la fin de la semaine. Euh, et puis pour ceux qui passaient l'agrégation interne là, j'espère que ça s'est bien passé pour vous les écrits. Aujourd'hui c'était donc le dernier écrit d'agrég interne qui portait sur de l'analyse là. Bon, j'ai pas encore vu le sujet d'analyse, j'ai vu le sujet d'algèbre, donc le sujet d'hier. Donc le sujet d'hier. Et bon, ça avait l'air un peu costaud. C'était pas bon, c'était assez atteignable dans l'ensemble, mais il y avait des choses un peu, ouais, voilà, fallait s'y être préparé. De toute façon, c'est comme dans n'importe quel concours, vous direz. La phrase un peu simple. Le vrai faux était assez simple, à vrai dire. Fallait juste pas tomber dans un piège, mais le reste, j'avais l'impression que c'était assez atteignable. Donc bon, de toute façon, on en parlera davantage ce samedi. Comme ça, je serai sûr de pouvoir avoir accès aux deux sujets avant de démarrer. Bon, j'ai l'impression que le sujet 1 est accessible en ligne maintenant, ce qui est déjà une bonne chose. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire de particulier? Pas grand-chose, hein. Donc ouais, maintenant les dés sont jetés pour l'agrégation interne. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je crois que les résultats, ça tombe quelque chose comme dans mars, ouais, mars, dans ces eaux-là, mars-avril peut-être. Je sais plus exactement, peut-être plutôt avril, je sais plus. Franchement, je sais plus si c'est avril ou voire même plus tard, parce que maintenant ils ont changé un peu l'emploi du temps. Je crois que les oraux ils sont bougés un peu plus tard que d'habitude. Mais enfin bon. Bon, aujourd'hui on va parler d'un truc qui m'a énervé pendant un certain temps. Je vais vous faire comprendre très vite pourquoi, mais un truc qui m'avait énervé. Et je pense que ça fera pas de mal de discuter davantage sur ce sujet. Et comme ça, on pourra ne plus en parler. Parlons maths 8. Et donc aujourd'hui, on va parler des graphes eulériens. Et semi-eulériens. Bon, je vais peut-être pas le souligner, ce serait bien. Bon, alors pourquoi c'est un sujet qui m'énerve? Bon, d'ailleurs, j'en fais mention dans la dernière bande-annonce de la chaîne. Probablement quand je ferai. Il est prévu que je fasse une mise à jour de cette bande-annonce. Je remettrai encore un point dessus. Mais pourquoi c'est un truc qui m'énerve? C'est parce que il y a eu une période, alors moins en ce moment, mais il y a eu une période où il y avait, bon, j'étais pas sur TikTok, mais j'imagine que c'était aussi sur TikTok. J'ai surtout vu ça sur YouTube. Il y avait des shorts qui proposaient de résoudre justement des questions de graphes eulériens. Alors, vous savez pas ce que c'est un graphe eulérien, mais en gros, c'est vraiment le problème de j'ai un dessin et j'ai un dessin avec un certain nombre de sommets et un certain nombre d'arêtes. Donc, en fait, c'est la même chose qu'un graphe. Et il faut déterminer un chemin qui permet de passer par toutes les arêtes du graphe, une et une seule fois, sans jamais devoir passer deux fois par une même arête, etc. On a le droit de passer plusieurs fois au même sommet, mais ce qui compte, c'est surtout de vraiment faire le tour de toutes les arêtes et de passer à travers elles une et une seule fois. Et il y avait un truc TikTok qui tournait en faisant un rapport entre le QI et la capacité de résoudre un tel problème, ce qui est complètement absurde, puisqu'il s'agit là vraiment d'une connaissance mathématique générale. Et en fait, à partir de cette connaissance mathématique, on peut très rapidement répondre si on est capable de dessiner un graphe eulérien. Enfin, si on est capable de dessiner un tel chemin, donc quand je dis un graphe eulérien, plutôt c'est un cycle eulérien, ou si on est capable de trouver un chemin eulérien. Donc voilà, donc là l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous raconter un peu de choses là-dessus, voire même faire quelques preuves. On va voir, ça dépendra comment je me sens et comment je le sens. Deux choses assez différentes. Euh, voilà. Donc oui, alors j'essaie de repenser à l'image qui est souvent proposée.
Je crois que l'image qui est souvent proposée, je vais essayer de la dessiner pour voir si j'ai un bon souvenir. Mais bon, c'est vrai que ça tourne beaucoup moins maintenant. Mais il y avait tout un temps où il y avait plein de graphes. Et le principe était justement de trouver un chemin qui passe à travers toutes les arêtes sans jamais passer deux fois par la même arête. Hein, donc vraiment exactement une fois chacune des arêtes. Alors je crois que un dessin qui passait souvent, c'était un bateau. Donc voilà, je vais tenter de faire ce dessin. Donc je crois qu'on avait un truc comme ça. Tac, tac. Tac. Et tac. Voilà, je crois que c'était un dessin un peu qui ressemble à ça. Et le but du jeu, c'est donc de déterminer un chemin. Je vais peut-être le faire en un peu plus grand. C'est de déterminer un chemin qui passe exactement une et une seule fois, sur toutes les arêtes. Voilà, sans jamais donc passer deux fois sur la même arête et faisant le tour de toutes les arêtes donc du graphe. Donc là, ce truc-là, il faut le voir comme un graphe, hein, avec un certain nombre de sommets. Voilà, donc les sommets, je les représente avec des points. J'espère que ce soit clair. Et puis les arêtes, bah, c'est les différents traits que vous voyez dans ce dessin. Et voilà, donc l'objectif, c'est d'essayer de trouver un chemin. Alors oui, on voit beaucoup de gens ou beaucoup de présentations, de tentatives partant de ce point-là. Mais si vous partez de ce point-là et que vous essayez de faire un peu n'importe quoi, vous voyez tout de suite qu'il va y avoir une arête, vous n'allez jamais la parcourir, c'est celle-ci. Et puis après, bah, voilà, vous vous retrouvez assez vite bloqué. Mais en fait, il y a une méthode très générale pour savoir si, déjà, d'une part, on est capable de faire cette chose, et ensuite, si d'autre part, on peut trouver une méthode efficace pour le dessiner. Et là, il se trouve qu'il y a une méthode efficace, donc je vais vous le résoudre sous vos yeux ébahis, mais cela va venir vraiment d'un résultat hyper important sur les graphes, et là notamment les graphes semi-eulériens, et aussi eulérien. En fait, les deux sont liés, on va le voir d'ici quelques instants. Mais l'objectif, en fait, c'est de dessiner une chaîne qui part d'un des deux sommets que je viens de dessiner rouge et qui s'arrête vers l'autre sommet rouge. Et là, vous allez voir que vous devriez être capable de dessiner un tel graphe. Donc là, bah, je vais partir de ce sommet-là. Et puis, bah, allez hop, c'est parti. Tac, tac. J'imagine que si je fais ça, paf, 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 et voilà, terminé. Alors, soit j'ai un super QI, soit j'ai juste la connaissance qu'il faut, c'est tout. Et voilà ce qui m'énervait un petit peu sur TikTok, et c'est vrai, ou sur YouTube plus que TikTok, parce que j'ai pas de compte TikTok, mais c'est de voir plein de trucs comme ça, de QI, de tests de QI un peu, je vais le dire, hein, le mot à la con, voilà, un peu à la con, qui ne demande que de la connaissance générale mathématique, que ce soit sur les graphes ou sur d'autres affaires. Et donc je voulais m'en plaindre via Benjamin 2, à travers la bande-annonce que j'ai proposée dernièrement. Bon voilà, bah, il y a justement un clin d'œil sur ces questions de graphes eulériens ou semi-eulériens. Alors rentrons un peu dans le vif du sujet et cherchons à expliquer pourquoi et ou comment, déjà, comment reconnaître des graphes qui vont être eulériens ou semi-eulériens. Et ensuite, ensuite, si on sait que c'est semi-eulérien, par exemple, ou que c'est eulérien, bah, voir comment est-ce qu'on construit alors un tel chemin. Et vous allez voir que, en fait, pour démontrer que c'est eulérien ou semi-eulérien, on va explicitement construire une chaîne qui va marcher. Grosso modo, c'est un peu l'idée d'épreuve, en fait. Bon, alors mettons-nous un petit peu sur un setting correct. Donc mettons-nous sur un setting que tout le monde pourra comprendre. Donc là, on travaille avec des graphes. Donc qu'est-ce qu'un graphe? Déjà, je vais le remettre en blanc. Donc qu'est-ce qu'un graphe? Alors déjà, il y a un E, parce qu'on est en français, on n'est pas en anglais. Hop. Donc, qu'est-ce qu'un graphe? Eh bien, un graphe, ça va être un ensemble généralement de sommets et d'arêtes. Donc, en français, en anglais, vertices and edges. Bon, bah, après, on peut demander 2-3 choses supplémentaires. Ici, je ne demande rien de supplémentaire. C'est-à-dire, on pourrait très bien accepter d'avoir des loops. Donc, c'est pas interdit d'avoir des boucles, pour le mot français.
On n'a pas d'interdiction à avoir des boucles, on peut en avoir autant qu'on veut. Et puis, bon, bien sûr, on peut avoir aussi des multi-edge, donc des arêtes multiples. Voilà, par exemple, voilà un exemple de graphe que l'on pourrait considérer sans trop de difficultés. Donc bien sûr, E est du coup un multiset. Donc on peut voir ça comme un multiset, ou alors on peut aussi introduire une fonction qui permet vraiment de distinguer les différentes arêtes qui sont en jeu. Ici, mes graphes ne seront pas orientés. D'accord, donc je ne considère pas d'orientation sur mes arêtes. Il n'y a pas une flèche qui va aller d'un point vers un autre. C'est pas comme les carquois, comme on avait pu voir dans d'autres vidéos mathématiques sur la chaîne. Là, je vois ça comme un truc non orienté. D'accord. Donc voilà, ça c'est ce que j'appellerais un graphe. Et puis on va peut-être introduire un petit peu de vocabulaire, juste histoire de pouvoir discuter un peu des idées de preuve qui vont suivre. Donc ce qu'on appellera chaîne ou chemin, je pense que j'utiliserai pas mal de fois le mot chemin. Un chemin, c'est en fait soit un chemin trivial où je vais juste avoir U entre parenthèses avec U éléments dans les sommets. Donc ça, c'est ce que je considère être le chemin paresseux ou le chemin trivial. Ou alors, ça va être une suite V1, E1, une suite finie bien sûr, V2, E2, V3, etc. jusqu'à EL, VL, j'en sais rien, VL plus 1 peut-être. Voilà. Donc ça va être un truc comme ça, où les VI sont des éléments de V, les EI sont des éléments de E, et ce que je demande, c'est que les extrémités de EI sont VI et VI plus 1. Voilà, donc en fait, pour écrire un chemin, je vais toujours préciser le sommet par lequel je vais passer, puis ensuite l'arête, puis le sommet, puis l'arête, puis le sommet, etc. etc. Voilà, j'écris ça comme une suite. J'écrirai ça comme une suite. Voilà, puis ça changera un petit peu aussi des notations carquois que j'utilise. Ça fera pas de mal. Bon, donc très bien, ça c'est ce qu'on appelle une chaîne. De quoi j'ai besoin? Je pense que je vais devoir avoir besoin de chaînes simples. Donc ce que je vais appeler une chaîne simple. Ah oui, j'ai oublié de préciser la longueur ici. La longueur de la chaîne, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça va être le nombre de... Est-ce que c'est le nombre de sommets ou le nombre d'arêtes? Je pense que c'est le nombre d'arêtes. Donc ici, la longueur, c'est L. Donc on considère la longueur comme étant le nombre d'arêtes que l'on parcourt dans notre graphe, enfin en tout cas dans notre chaîne. Donc une chaîne simple, c'est demander à ce que chacun des EI soit distinct. Donc il faut que tous les deux EI soient distincts 2 à 2. Distincts 2 à 2. Et enfin, un cycle. Un cycle, ça va être un chemin clos. Autrement dit, je vais demander à ce que V1 soit égal à VL plus 1. Tout simplement. Voilà, donc voilà un petit peu de notation, un petit peu de vocabulaire, juste histoire que l'on soit sur la même longueur d'onde vis-à-vis des graphes. Et donc, amenons enfin la définition de ce qu'est un graphe eulérien. Alors, définition. Donc un graphe. Oups. Tac. Donc un graphe. Donc G égale VE. Est dit eulérien si et seulement si G admet un cycle eulérien. Et qu'est-ce qu'un cycle eulérien? C'est un cycle simple
contenant toutes les arêtes de G. Donc voilà ce qu'est la définition d'un graphe eulérien. Et je vais peut-être en profiter pour tout de suite donner la définition d'un graphe semi-eulérien. Donc un graphe G est dit semi-eulérien si et seulement si G admet une chaîne ou un chemin eulérien. Je vais écrire une chaîne, puisque j'ai mis au féminin, eulérienne. Et avoir une chaîne eulérienne, c'est équivalent à dire qu'on a une chaîne simple contenant toutes les arêtes de G. Très bien, donc on a vu un exemple de chaîne, de graphe semi-eulérien. Hein. Cet exemple-là, c'est justement un graphe semi-eulérien. Hop. Mais bon, vous pouvez vous poser la question, est-ce que ce graphe est eulérien? Bon, là, c'est peut-être un peu moins évident à répondre. Et puis, bon, bien sûr, il existe bien évidemment des graphes qui ne sont pas eulériens ou semi-eulériens. On va voir très vite, d'ailleurs, un exemple historique. Donc, justement, un exemple historique a été donné par Euler. Hein, c'est lui qui a introduit... Alors, c'est pas lui qui a introduit en lui-même la notion de graphe eulérien, mais c'est quand même lui qui a amené la notion générale de graphe eulérien. Pourquoi? Parce qu'il a parlé d'un problème, enfin en tout cas il s'est posé une question dans une ville qui s'appelle Kaliningrad. Alors ça s'appelle le Köksnig problème. Comment ça se dit? J'essaie de le traduire en français en même temps. C'est le problème des ponts de Köksnig, Köksnigen, ou quelque chose comme ça, je crois. J'ai un peu de mal à prononcer le nom, mais le nom de la ville, mais je sais que maintenant la ville elle s'appelle Kaliningrad. Donc c'est le problème de Kaliningrad, on va dire ça comme ça. C'est le problème des ponts normalement. Problème des ponts de Kaliningrad. De Kaliningrad. Donc le problème des ponts de Kaliningrad, c'est le suivant. Je vais dessiner un graphe un peu particulier. Je crois qu'on a ça. Et voilà. Donc voilà le graphe que je viens de dessiner. En fait, ce graphe, il représente des ponts. On a plusieurs rives. Donc en gros, il faut imaginer ça, c'est une rive. Ça, c'est une rive. Et ça, c'est une rive. Ça aussi. Donc chacun des sommets représente une rive que l'on peut atteindre dans la ville. Chacune des arêtes correspond finalement à un pont qui permet de passer d'une rive à une autre. Et la question qui se pose, c'est partant d'une des rives, est-ce qu'il est possible de faire le tour de tous les ponts une et une seule fois et de se retrouver à nouveau au point de départ, donc c'est-à-dire à la rive où on était parti? Donc c'est comme ça qu'avait posé le problème Euler, et il avait su en donner une réponse. Et en fait, la réponse, elle est essentiellement basée sur le degré des sommets du graphe. Alors ça me permet d'introduire aussi peut-être une notation, ça me semble important. Donc le degré d'un sommet du graphe, V, je vais le noter D de V, et ça va être la somme c'est le nombre d'arêtes incidentes à V, en comptant double les boucles.
D'accord, ça va être important pour la suite. Donc on compte les boucles doubles. Donc ça signifie par exemple si j'ai ce sommet là et voilà les arêtes qui sont incidentes à ce sommet, bon bah là ça veut dire que le degré de ce sommet c'est 4. Donc je compte double l'arête correspondant à la boucle. C'est ça qui est remarquable ici. Attention. Ok. Et donc, ouais, Euler avait donné une explication assez simple du fait que ce graphe n'était pas eulérien. Et c'est justement un des plus vieux résultats de la théorie des graphes. Et notamment, voilà, il a parlé de graphes et tout ça. Enfin, la façon dont il en parle, c'est pas tout à fait vraiment au sens d'un graphe, mais on n'est pas loin déjà des des premiers balbutiements de ce que pouvait être la théorie des graphes. Et donc là, c'est justement la notion de graphe eulérien qui a été posée par Euler, par ce problème des ponts de Kaliningrad. Ou Königsegg, normalement, je crois que c'est peut-être aussi énoncé comme ça. Mais le nom de la ville, maintenant, c'est Kaliningrad. Je pense que c'est plus simple à prononcer. Très bien. Alors, on va établir un résultat qui est un résultat hyper important sur les graphes eulériens et qui permet justement de les caractériser. Donc, je vais mettre théorème. Théorème, un graphe est eulérien si et seulement si, pour n'importe quel sommet du graphe, le degré de ce sommet est pair. Donc voilà le gros résultat sur les graphes eulériens. Et puis après, on a aussi les graphes semi-eulériens. Donc je vais peut-être mettre ça sous la forme de théorème A et théorème B. Donc théorème A et théorème B. Et puis pour la suite, on va discuter de ces théorèmes. Donc théorème B, un graphe est semi-eulérien si et seulement si, pour n'importe quel... Alors ouais, il existe au plus... Non, pardon. Soit, donc il y a deux cas de figure, soit tous les sommets... Donc soit le graphe est eulérien en fait, soit il existe exactement deux sommets de degré impair. Donc voilà les deux gros résultats concernant les graphes eulériens et les graphes semi-eulériens, et on va discuter un petit peu de ces théorèmes, si ce n'est peut-être même carrément donner une preuve, on va voir. Là j'aimerais peut-être essayer d'y passer 20 minutes au plus, donc on va voir si 20 minutes ça va être suffisant. Je vais me lancer donc dans une esquisse de preuve. Bon, en vrai ça va être quasiment la preuve. Donc je mets esquisse 2 entre parenthèses, preuve du théorème A. Parce que le théorème A, c'est le théorème plus difficile. Le théorème B, vous allez voir que c'est une conséquence assez directe du théorème A. Donc la preuve va marcher de la manière suivante. On a ainsi seulement si à démontrer. Donc comme d'habitude, on doit faire un sens puis l'autre. Je vais commencer par le sens le plus simple qui est le sens direct. Alors pour le sens direct, j'ai mon graphe eulérien. Donc je sais que G est eulérien. Et je peux alors considérer un cycle. Donc soit C égale V1, E1, V2, E2, etc. jusqu'à EL, V1. Donc ça c'est mon cycle eulérien. Ok. Et ce qui est important, c'est de regarder les itérés d'un sommet du graphe. En effet, comme le graphe... Alors c'est vrai qu'il y a peut-être une question qui se pose, à savoir si le graphe est connexe ou pas. Je pense que ça devait faire partie des conditions
que j'aurais dû poser pour avoir un graphe eulérien. Donc j'imagine que j'aurais dû dire que mon graphe est eulérien. C'est ça, mon graphe est eulérien si et seulement si il admet un cycle eulérien et que G est connexe. Donc je pense qu'il faut que j'ajoute le fait que G soit connexe. Bon, c'est pas très grave, mais bon, je pense que c'est important de le mentionner. Parce qu'après, je pourrais avoir des sommets isolés, mais bon, j'ai peut-être pas très envie de me casser la tête avec ça. Donc, j'ai un cycle eulérien, et ce qui va être important, comme je commençais à le dire, c'est les itérés de mon sommet V, d'un sommet V que j'aurais choisi au hasard dans mon graphe. Donc, soit V, un sommet de mon graphe. Je sais que V va devoir apparaître dans C. V, donc ce sommet, doit apparaître dans C. Pourquoi? Parce que bon, si c'était un graphe avec un point isolé, bon là c'est assez évident, la chaîne eulérienne c'est juste le sommet en lui-même. Et si le graphe il est connexe, enfin ça vient surtout du fait que le graphe est connexe, eh bien je sais que par rapport à V, il va y avoir au moins une arête incidente. Donc s'il y a une arête incidente, bah, ça veut dire que comme cette arête doit apparaître dans la chaîne, bon bah forcément V doit apparaître dans la chaîne. Donc car si V n'est pas isolé, V admet au moins une arête incidente et bah, comme ça admet une arête incidente, bon, bah, cette arête doit être dans C. Donc, et cette arête doit être dans C. Ok. Et maintenant, donc comme je commençais à le dire, il faut regarder les itérés de V dans C. Donc, considérons les indices I1, I2 jusqu'à IH, pour lesquels eh bien, on a V qui est égal à VI1, qui est égal à VI2, etc. jusqu'à VIH. Ok, eh bien, qu'est-ce qui se passe à chacune des itérées? Eh bien, ce qui se passe pour chacune des itérées, c'est qu'on est sûr qu'il y a au moins deux arêtes qu'on a dû traverser pour se retrouver à traverser le sommet V. Donc, pour traverser V, il faut avoir parcouru deux arêtes distinctes, incidentes, à V. D'accord? Et ces arêtes vont être toutes distinctes par rapport à chacune des itérées. Hein. Ces arêtes seront d'ailleurs distinctes à chaque itération de V. Alors je triche un petit peu, parce que ce que je dis là, c'est pas totalement vrai, parce qu'il y a des cas de figure où je pourrais passer à travers une boucle. Voilà, il y a des cas de figure où je pourrais passer à travers une boucle, et bah, si je traverse une boucle, bah là en fait la boucle elle compte double, c'est là où c'était important de mentionner que pour compter le degré de V, on compte double les boucles. Bon bah c'est là où ça va être important. Donc on va considérer alors la lecture d'une boucle dans un côté de V
et la lecture de la boucle dans l'autre côté de V comme étant deux lectures distinctes. Donc voilà, on se retrouve avec déjà une plutôt bonne avancée. Et maintenant qu'on en est là, c'est terminé en fait. Hein. Ce que je viens de démontrer, c'est que le degré alors de V, ainsi, le degré de V se doit d'être égal à 2 fois H. Donc quitte à compter double les boucles. Et c'est exactement ce qu'on fait dans la définition du degré de V. Ok, donc là je viens de démontrer que n'importe quel sommet V a un degré pair, si le graphe est eulérien. Alors maintenant il faut aller dans l'autre sens. Alors pour aller dans l'autre sens, bon, je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais je vais au moins donner une idée assez précise de la preuve. L'idée va être la suivante, c'est d'abord je vais considérer un cycle, enfin pas un cycle, je vais considérer une chaîne, c'est ça, je vais considérer une chaîne simple maximale. Je pense que c'est ça que je veux considérer, donc soit c'est une chaîne simple maximale. Donc je considère C une chaîne simple maximale. Et le but du jeu, c'est de montrer qu'en fait, C est eulérien. Montrer que C est un cycle eulérien, je veux dire. Alors la première étape, c'est de montrer que c'est un cycle. Et en fait, le truc, ça va être la chose suivante. Si C n'est pas un cycle, eh bien, j'ai un sommet V qui se trouve être une des extrémités de mon chemin. Hein, donc, je ne sais pas, mon chemin pourrait faire un truc comme ça. Donc, je sais pas, on va voir ça, ça, comme ça. Peut-être qu'il passe à travers plusieurs fois V. Mais l'important, c'est, à un moment donné, on s'arrête en V. Donc, si je considère V une des extrémités de C, donc là, ce que j'ai dessiné en rouge, c'est un exemple de ce à quoi peut ressembler la chaîne. Eh bien, on se rend compte que si on est une extrémité d'une telle chaîne, bah, on n'a pas beaucoup de choix. Il faut que le degré de ce sommet soit impair. Enfin, en tout cas, on va avoir une contradiction entre le sommet de degré impair et le fait que ma chaîne soit maximale. Parce que là, bah, je sais que V est impair, hein, donc on sait que le degré de V est pair, pardon. Et là, nous avons traversé, hein, si on suit le dessin que je viens de faire, nous avons traversé, et cela se justifie même dans le cas général, nous avons traversé un nombre impair d'arêtes qui sont incidentes à V. Donc ça veut dire qu'il y a au moins une arête de plus, puisque le nombre d'arêtes est pair. D'accord? Donc à cause du fait que le nombre d'arêtes est pair, il doit y avoir une arête de plus. Et cette arête de plus, bah, ça va permettre de rallonger un peu plus le chemin que nous avons. Possibilité de rallonger V via cette arête. Donc ça nous amène à une contradiction et ça veut dire que nécessairement C, c'est un cycle. Ok. Maintenant, si je suppose
que mon cycle, il n'est pas... donc, je rappelle, hein, ma chaîne est censée être une chaîne simple maximale. Donc là, maintenant, la question, c'est avoir un cycle simple maximal. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que mon cycle est eulérien? Et pour répondre à cette question, je vais encore faire une preuve par l'absurde. Et la preuve par l'absurde, elle va partir comme ça. On va imaginer que mon cycle ne fait pas le tour. Donc je vais faire un dessin pour montrer un petit peu ce qui va se passer, encore une fois. Donc imaginons mon cycle, il part d'un sommet, je vais l'appeler X éventuellement. Donc je pars d'un sommet X. Et j'imagine que j'ai un cycle simple. Hop. Alors bon, peut-être qu'on passe à plusieurs fois à travers X, mais je vais me permettre de faire un exemple simple, juste en disant qu'on passe une seule fois, enfin 2 fois du coup, hein, en comptant le point de départ et le point d'arrivée, par le sommet X. Ok, donc voilà mon cycle. Hop. Mon cycle qui semblerait maximal et simple, ok, dans mon graphe. Le problème, c'est que j'ai supposé qu'il n'était pas eulérien. Donc comme il n'est pas eulérien, je sais qu'il existe un X. Donc après, je peux changer bien sûr l'emplacement de ce sommet. Je sais qu'il existe un X dans ma chaîne, notamment aussi par connexité. Je sais qu'il existe un X dans ma chaîne tel que, eh bien, on a une arête qui n'a pas été parcourue. Donc une arête qui n'appartient pas à la chaîne. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alors considérer un sous-graphe où on enlève. Donc on considère un sous-graphe de G où on enlève toutes les arêtes, j'ai pas la place, toutes les arêtes de C, et avec cela les sommets isolés si besoin. Ok. Et ce qui va m'intéresser, c'est notamment ce qui se passe autour de X. Donc en effet, si je m'intéresse à ce qui va se passer autour de X, eh bien, je vais avoir enlevé un nombre pair d'arêtes. Et ce, autour de chacun des sommets. Donc, par ce processus, on aura enlevé un nombre pair d'arêtes incidentes à chaque sommet. Je rappelle en disant aussi que quand on va enlever une boucle, on l'enlève 2 fois, puisqu'il y a 2 itérés qui comptent. Et donc, si on fait ça, eh bien, le sous-graphe qu'on va obtenir, il va avoir un nombre pair de sommets également. Donc, le graphe obtenu notamment la composante connexe contenant X va avoir un nombre pair, enfin le degré de chaque sommet va être pair en fait. Fera en sorte que pour n'importe quel sommet dans ce sous-graphe, je vais l'appeler H1 ce graphe. Pour n'importe quel pour n'importe quel sommet dans ce sous-graphe, eh bien le degré de ce sommet
pour ce sous-graphe sera pair. Donc je rappelle, hein, je fais une esquisse de preuve, donc il y a des 2-3 détails peut-être que je skip, mais vraiment pas grand-chose par rapport à la preuve complète. Hein. Je pense que j'ai pas loupé grand-chose par rapport à la preuve complète. Donc une fois que j'ai fait ça, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais considérer alors une chaîne. Donc si je reprends mon dessin que j'ai commencé à faire, je vais peut-être le reprendre, ici, tac. Tac, comme ça. Donc copier, coller. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer à nouveau une chaîne maximale simple. Donc en fait, l'idée, une fois qu'on a notre chaîne C1, c'est de concaténer C avec C1 de façon à ce que finalement on se retrouve avec une chaîne simple plus grande que la chaîne C qu'on avait supposée maximale. Donc cela nous amène à une contradiction. Donc ouais, hein, la preuve, je vous l'avais dit quand même du début, c'est plus une esquisse de preuve, mais c'est quand même une idée assez précise, je pense, de comment la preuve va fonctionner. Et ensuite, pour les graphes semi-eulériens, c'est assez direct. Pour la preuve du théorème B, c'est assez direct. Hein. Donc si on a un chemin, enfin si on a un graphe semi-eulérien, hop, en fait, je vais juste donner l'idée générale. Quand on a un graphe semi-eulérien, dans ce sens direct, quand on a un graphe semi-eulérien, soit il est eulérien, dans ce cas-là, il n'y a rien à dire. Ok, tous les sommets. Donc en fait, on a un cycle, hein, c'est ça que ça veut dire, c'est pas un chemin. Soit on a notre chemin. Avec les extrémités U et V. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute une arête de plus entre U et V. En faisant ça, ça veut dire que notre chemin eulérien, on peut le transformer en un cycle eulérien, sur un graphe légèrement plus grand. Du coup, ça veut dire que le graphe légèrement plus grand, donc c'est le graphe obtenu en ajoutant cette nouvelle arête, eh bien ça va être un graphe eulérien. Donc en faisant ça, on se retrouve avec un graphe eulérien. Ça veut dire donc que tous les sommets sont de degrés pairs. Et maintenant, si j'enlève l'arête que j'ai ajoutée, ça veut dire qu'en effet, les deux sommets que j'avais considérés U et V sont de degrés impairs dans le graphe de départ. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Hein. Le principe est le même dans l'autre sens. Dans l'autre sens, tous les sommets sont de degrés. Donc soit tous les sommets sont de degrés pairs, et dans ce cas-là, rien à dire. Soit on a exactement deux sommets qui sont de degrés impairs, et ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute juste une arête entre ces deux sommets. Une arête entre ces deux sommets. Pour se ramener au cas du graphe eulérien. Et voilà, globalement, ça conclut la preuve. Voilà. Et je pense que vous l'aurez donc compris, hein, la dénomination de graphe semi-eulérien, ça vient pas de nulle part, c'est parce que c'est quasiment eulérien, ça se joue juste en ajoutant une arête. Donc en fait, vous pouvez comprendre un graphe semi-eulérien comme étant un graphe eulérien pour lequel vous avez enlevé une arête. Tout simplement. Et donc voilà, la conclusion de tout ça en fait, c'est que vous pouvez maintenant, désormais, si je vous dessine un graphe, déterminer les graphes qui sont semi-eulériens. Alors j'ai éventuellement un autre exemple sous la main là, dans mes notes de cours de combinatoire. Je vais en profiter. Alors voyons. Voilà, alors.
vous pouvez désormais très facilement déterminer si un graphe est eulérien ou pas. Alors j'ai un autre exemple qui ressemble un petit peu au bateau de l'autre dessin qu'on a fait juste avant. Donc voilà, est-ce que ce graphe est eulérien? Bah, si vous regardez d'un peu plus près, vous avez deux sommets de degrés impairs, celui-ci et celui-ci. Donc a priori, non, ça n'est pas un graphe eulérien. Par contre, c'est un graphe semi-eulérien. Et donc le chemin que vous allez devoir construire, c'est en effet entre les deux sommets qui sont de degrés impairs. Et ce qui est assez rigolo d'après la preuve de graphe eulérien, c'est que bah, en fait, vous pouvez partir de ce sommet et faire quasiment n'importe quoi. Vous êtes sûr, et quand je dis quasiment n'importe quoi, c'est-à-dire vous faites bien le tour de tous les arêtes que vous voulez, de façon à ce que vous évitez de passer deux fois par la même arête. C'est tout ce que je demande. Il n'y a pas plus de trucs élaborés à faire. Juste en faisant ça de manière naïve, vous arrivez alors à construire votre graphe, enfin votre chemin eulérien. Et donc, c'est un peu ce que dit la preuve ici, hein, donc la preuve que nous avons fait de graphe eulérien. Elle disait précisément que si on avait deux cycles qui passent à travers un même sommet, eh bien, ces deux cycles, on les concatène et ça nous donne un chemin eulérien, enfin un cycle eulérien plus grand. Bon, bah, pour les chemins eulériens, le principe est un peu le même. C'est à l'intérieur du chemin eulérien, il y a des cycles. Bon, bah, en fait, il suffit de concaténer ces cycles à nos chemins. Donc, si je reviens maintenant sur le dessin, j'attends un petit peu que la tablette me rattrape. Donc si je reviens sur le dessin du dernier bateau que je viens de faire, eh bien, un chemin eulérien qui fonctionne, vous partez de n'importe quel sommet, et puis vous faites le chemin. Alors bien sûr, il ne faut pas le faire, pas trop le faire n'importe comment quand même, parce que faut pas aller trop directement vers l'autre sommet qui est tout seul. Mais assez simplement, vous pouvez voir qu'en effet, on peut construire notre chemin eulérien grâce à la seule connaissance de nos deux sommets impairs. Voilà. Donc ce graphe il est semi-eulérien mais il n'est pas eulérien. Voilà, et donc bah, j'espère que ça vous permettra d'avoir un QI très élevé. Je dis ça en rigolant bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça que je trouvais ces shorts un peu énervants. C'est justement à cause du fait que bah, dès qu'on a la connaissance mathématique qu'il faut, on peut répondre facilement au problème. Très facilement au problème. Voilà, donc bah, au moins j'en aurais parlé sur la chaîne, puisque de toute façon, voilà, c'était quelque chose que j'avais envie de parler. De toute façon, c'est une question de théorie des graphes assez intéressante. Mais bon, ouais, tourner comme une espèce de test de QI complètement nul, voilà, comme je dis complètement à la con, bon bah c'est quand même dommage. Voilà, bon, ça reste un jeu amusant bien sûr, hein. Y a même carrément des applications de jeux qui vous amènent à travailler sur différents graphes et de dessiner des cycles, enfin soit des cycles, soit des chemins eulériens. Bon voilà, hein, c'est la plupart des jeux que vous pouvez trouver dans ce goût-là. Mais bref, voilà, maintenant vous saurez comment vous en sortez pour faire ça. Il faut vraiment repérer les sommets impairs dans notre dessin et ça aide très très grandement à pouvoir dessiner le chemin eulérien ou le cycle eulérien qu'on a besoin de dessiner. Bon voilà, bah, je pense que c'est un bon endroit où conclure. Bon, bah, j'espère qu'au montage, j'arriverai à faire quelque chose d'assez correct, hein. La dernière fois, j'étais un peu étonné que l'enregistrement soit saccadé. Mais bon, bah ouais, c'est un souci de réseau internet que j'ai en étant là où je suis actuellement. Je sais pas si je réussirai à résoudre ce problème d'ici ce week-end. On verra. C'est peut-être juste aujourd'hui où ça va pas, hein. La dernière fois, ça allait quand même un peu mieux qu'aujourd'hui. On verra bien. En tout cas, j'ai toujours prévu de vous parler des sujets d'agrégation. Donc, le sujet de l'épreuve 1 pour samedi, 17h30, et le sujet de l'épreuve 2 pour dimanche, 11h. Donc, on verra bien.
Et bon, je sais pas quoi ajouter d'autre là. Je suis juste un peu embêté par ce problème de réseau là auquel j'ai affaire. Voilà. J'espère que ça se rétablira un peu mieux ou que j'arrive à avoir un moyen d'avoir un meilleur réseau. Je sais pas, on verra. Bref, bon, bah, je vais m'arrêter sur ça. Je pense que c'est très très bien pour aujourd'hui. Hop, allez, je me mets en plus grand là. Soyons fous. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation dans ce que vous faites, peu importe ce que vous faites. Et puis voilà, bah, à très très bientôt. Salut tout le monde.